Bonjour à toutes et à tous. On reprend la série de conférences qu'on a eues ici depuis ce début d'après-midi sur un thème qui intéresse beaucoup d'agriculteurs en France, mais dans le monde entier. Comment diversifier vos revenus en développant la transformation à la ferme? Alors, le hasard fait qu'on a une délégation du Congo devant nous. Bienvenue à vous. J'avais prévu de démarrer cette conférence par un petit clin d'œil à quelqu'un que j'ai entendu dans son pays il y a quelques années, Paul Kagame, le président du Rwanda, disant comme ça: je suis allé en France, je suis allé en Belgique, je suis allé en Allemagne. J'ai bu des très bons cafés, des très bons thés, mangé des chocolats qui sont succulents. Mais j'ai pas vu pousser beaucoup de caféiers ou de théiers ou de cacaoyers là-bas. Ils importent les matières premières de chez nous, ils les transforment. Si on le faisait chez nous, je pense qu'on gagnerait plus d'argent. Ce qui est vrai au Rwanda, je pense qu'il est vrai aussi dans les exploitations françaises. Et ça, je pense que les trois interlocuteurs que j'ai devant moi l'ont compris, parce que pour transformer, il faut aussi du matériel, il faut de l'argent, il faut des savoirs commercialisés. Alors pour en parler avec nous, trois personnes: Ludovic de Borpère, CEO de Socléo; Marie Rabessen, directrice développement chez Mimosa; et Lilian Sagliani, PDG de FarmLab. Donc, vous allez commencer par vous présenter, puis un petit peu ce que vous faites. Je vais commencer par Marie. Mimosa est déjà assez connue, mais peux-tu nous en dire plus et comment ce qu'apporte Mimosa dans ce secteur-là? Oui, bonjour à tous. Alors, Mimosa, c'est la première plateforme de financement participatif dédiée exclusivement à l'agriculture et l'alimentation. Depuis 2015, l'année de la création, c'est plus de 6000 projets, pour donner un chiffre, plus de 6000 projets qui ont été financés en France et en Belgique par des citoyens et des entreprises à travers deux moyens. Le premier, c'est du don en échange de contrepartie, donc qu'elle soit physique. Donc typiquement, quand on fait des projets de transformation, ça peut être du vin, des yaourts, des glaces ou autres, ou des expériences. Par exemple, dans le cas de l'agritourisme, des séjours à la ferme. Donc ça, c'est le premier moyen, don en échange de contrepartie. Et le second moyen, c'est via le prêt rémunéré. Donc là, très concrètement, c'est un particulier qui va venir flécher son épargne vers des projets en échange d'un rendement et qui va percevoir tous les mois des intérêts. Donc, en quelque sorte, on est un peu le circuit court du financement. Alors, chez Mimosa, on accompagne des projets à impact positif, et c'est pour ça que, pour faire le lien avec la thématique d'aujourd'hui, vous retrouverez beaucoup de projets de diversification ou de transformation à la ferme sur la plateforme, puisque ce sont des projets qui participent en termes d'impact à l'amélioration du niveau de vie des agriculteurs, mais bien souvent aussi qui participent à la réduction des déchets et également à la création des emplois en territoire. On y reviendra sur la valeur ajoutée pour les agriculteurs. Ouais. Tu veux parler de transformation, le lien est tout de suite fait avec FarmLab. Lilian, tu interviens dedans parce qu'effectivement, il fait des outils. Qu'apporte FarmLab à ces agriculteurs qui veulent transformer à la ferme? Merci Hervé, bonjour à tous. Lilian Sagliani, FarmLab. Donc FarmLab, nous développons des micro-ateliers agroalimentaires en conteneurs. Donc tout simplement, on prend des usines industrielles agroalimentaires et on va les miniaturiser au maximum pour les rentrer dans l'espace d'un conteneur maritime. Donc par exemple, on a développé des usines de yaourt, des abattoirs de volailles, des conserveries, des usines d'aliments, des usines de glace, tout ce qui touche à l'agroalimentaire qu'on va miniaturiser. L'idée première, c'était le retour aux sources en France au circuit court. On a cherché à ramener un peu la production à la ferme, mais également, parce que tu sais Hervé que je travaille beaucoup en Afrique, donc ça me fait plaisir de voir les amis africains ici. Je passe la moitié de ma vie en Afrique, et là c'est dans tout autre secteur, on ne parle pas du retour aux sources, on parle de développer des outils industriels dans les campagnes, là où on a des problèmes de réseau, de circulation, de chaîne du froid. L'idée c'est d'amener les outils de production dans les campagnes pour développer de l'emploi dans les campagnes, dans les villages. Donc c'est tout ce circuit-là qu'on cherche à développer avec FarmLab. Très bien. Alors, une fois que les
La matière première est transformée, il faut commercialiser. Je pense que c'est là que Socléo, Ludo, intervient. Donc, est-ce que tu peux nous développer un petit peu ce que tu apportes à ces agriculteurs? Oui, Socléo, on est partenaire logiciel des circuits courts. Donc, on édite un logiciel de gestion en ligne qui permet aux producteurs, aux transformateurs, aux distributeurs en circuits courts de bien gérer les aspects commerciaux, administratifs et logistiques de la distribution alimentaire de proximité. Donc les outils vraiment adaptés à ce sujet-là. Et là, depuis maintenant 3 ans, on travaille particulièrement avec les transformateurs à la ferme ou d'autres transformateurs pour bien gérer les enjeux propres à la transformation. D'accord, alors une vraie complémentarité, vous le voyez, entre tous nos 3 startups qui sont là, où on a à peu près toute la chaîne. On va développer un petit peu plus maintenant, si vous le voulez, ces éléments-là. Lilian, est-ce que tu peux nous donner des exemples, exactement ce que vous faites dans différents secteurs, comment ça se passe, comment vous équipez ces ateliers que vous montez dans les fermes? Donc globalement, l'idée, pourquoi les personnes viennent vers nous? Alors, sur le marché français principalement, il y a 3 raisons principales. Donc déjà, ramener de la valeur ajoutée sur l'exploitation. On peut être producteur céréalier. L'idée, c'est de transformer un petit peu de nos produits à la ferme, aller faire de l'huile. On a développé une huilerie de tournesol, de colza. L'idée, c'est de transformer une partie, ramener de la valeur ajoutée à la ferme. Le deuxième point, ça va être de ramener de l'emploi à la ferme. Souvent, le conjoint, la conjointe qui vont venir vouloir rejoindre leur conjoint sur l'exploitation ou même de sécuriser des salariés sur l'exploitation, apporter des temps partiels pour le travail. Et enfin, l'idée de nos conteneurs prêts à l'emploi, c'est d'amener des outils qui ont été vraiment étudiés et conçus. C'est-à-dire que nous, en amont, on va faire toute la recherche sur tout ce qui est normes sanitaires, protocole HACCP, marche en avant. On va vraiment étudier et développer ces outils pour qu'ils répondent parfaitement à ces normes de production, de fonctionnement. Donc on amène aux producteurs un outil de transformation qui va être parfaitement adapté sans qu'il ait à faire de recherche en amont. On arrive, on branche, on produit tout de suite. C'est vraiment ça l'idée. D'accord. Et Marie, donc les agriculteurs qui viennent chez vous, tu l'as dit tout à l'heure, Oui. viennent chercher à la fois un complément de financement, mais quelquefois un peu plus. Qu'est-ce qu'ils vous demandent quand ils arrivent, les agriculteurs qui veulent aller dans ce secteur de la transformation, mais peut-être d'autres aussi? Exactement. Alors effectivement, l'entrée première, c'est le financement. On vient financer les actifs et les charges nécessaires au lancement d'une activité de transformation. Là où les banques peuvent avoir un petit peu plus de difficultés à y aller, on vient partager le risque avec les banques. Ça, c'est le premier enjeu. Mais au-delà de ça, le financement participatif avec des particuliers, des citoyens qui viennent directement financer les projets, ça apporte de la visibilité en local et ça apporte un premier travail de clientèle puisque tous ceux qui participent au projet, qui soutiennent financièrement le projet, sont autant de clients potentiels et d'une base de données à travailler pour demain assurer les débouchés. Et avec une vraie implication de l'agriculteur dans la recherche de ces financements. Pour avoir utilisé moi-même la plateforme Mimosa pour totalement autre chose, mais je sais qu'il faut une vraie implication de l'agriculteur. Donc il s'investit quasiment dans la commercialisation de ces produits à partir aussi de ça. Tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus sur la façon de vous demandez aux agriculteurs de s'appliquer et comment vous les accompagnez? Oui, alors à travers l'outil du don avec contrepartie, l'agriculteur, le producteur est au cœur de sa campagne de communication et il va aller fédérer ses réseaux, ses partenaires, ses proches et ensuite vient s'ajouter des cercles autour pour venir financer le projet. Après, sur l'outil du prêt, c'est un outil un peu plus clé en main qui permet d'aller toucher tous les épargnants qui font partie de la communauté Mimosa. Alors sur le prêt, qu'est-ce que vous apportez qu'une banque n'apporte pas? Alors sur le prêt, en termes de financement, de conditions, on est un prêt qui est sans caution, sans garantie, ce qui vient là aussi aider le porteur de projet. Et on est sans assurance emprunteur. On a les mêmes possibilités en termes de flexibilité qui s'offrent sur l'amortissement, sur du différé, etc. Et puis, au-delà de l'aspect strictement financier, on a toute cette partie communication qui est là l'axe supplémentaire et très différenciant par rapport aux partenaires bancaires.
Alors Ludo, un agriculteur qui décide de transformer et de commercialiser lui-même, il est plus uniquement agriculteur, il est à la fois agriculteur, transformateur, commerçant. Qu'est-ce qui prend le dessus dans ces trois métiers qui sont qui peuvent s'allier mais qui sont différents? Et qu'est-ce que tu apportes toi à travers ça? Ben, c'est vrai que déjà, un producteur, il fait quasiment tous les métiers du monde, mais un producteur qui choisit d'être en même temps transformateur, ben, il doit gérer ses stocks de matières premières, la traçabilité entre les premières matières premières et les produits finis, la gestion de sa fabrication. Après ça, il doit commercialiser, préparer des commandes, gérer les tournées de livraison, la facturation, l'administratif qui va avec. Donc c'est un ensemble de tâches qui sont qui peuvent facilement être extrêmement compliquées. Et donc nous, ce qu'on leur apporte, c'est le fait d'avoir les outils pour bien gérer ces aspects-là et ne pas passer trop de temps sur toutes ces tâches administratives, commerciales et logistiques. Donc pour avoir le même niveau de professionnalisme que des gros acteurs. Et ce qui nous intéresse dans la transformation à la ferme, c'est justement des ateliers, c'est des structures qui sont légères, souvent moins de 20 personnes, et donc ça leur permet d'avoir ce niveau de professionnalisme. Alors quand on a préparé, tu m'as dit, tu as un nouveau type de clients qui arrivent, qui sont des groupements qui se mettent en place pour transformer ce que les membres de la communauté, si on peut dire, apportent en matière première. Donc c'est un petit peu différent. Comment ça s'évolue? Et est-ce que c'est pas un petit peu en lien avec l'évolution des modes de consommation qu'on voit maintenant, avec beaucoup plus de restauration hors domicile? Comment tu vois les changements et comment peut-être vous voyez tous ces changements à ce niveau-là? Ben, c'est vrai en ce moment, nous, on voit beaucoup de projets de transformateurs qui se montent, qui sont portés plus par des entrepreneurs et qui vont s'approvisionner au niveau des fermes. Donc ça va être par exemple des légumeries, pour la restauration collective, des légumeries 4e gamme qui vont faire des produits prêts à cuisiner. Ça va être des conserveries, ça va être des fromageries. Là, en ce moment, il y a beaucoup de projets au niveau des légumes secs. C'est des fermes qui se rassemblent, qui montent un atelier de transformation pour pouvoir produire des légumes qui vont être distribués dans les magasins. Donc il y a énormément de mouvements aujourd'hui où il y a un enjeu entrepreneurial aussi, de beaucoup de gens qui veulent créer des projets sur le territoire. Et voilà, en ce moment, on sent vraiment une émulation de territoire. Alors ces clients, ça peut être qui? C'est des groupements de producteurs, ça peut être des collectivités, c'est qui tu vois arriver comme ça? Alors si on parle de légumerie, par exemple 4e gamme, ça peut être des collectivités qui vont porter ça. Sinon, ça peut être des groupes de producteurs ou ça peut être des initiatives individuelles. Ça, c'est vraiment des projets humains derrière. Et sur des projets de territoire, je pense par exemple à Terre de Pays d'Hôte, c'est sur les bassins versants qui vont approvisionner en eau potable la région parisienne. Et ben, c'est un projet de territoire avec des transformateurs où le but c'est de passer sur 10 ans toutes les surfaces agricoles en bio et que tout ce qui est produit localement soit également commercialisé localement à l'échelle d'un territoire. En fait, ce mouvement qu'on voit de se réimpliquer dans son alimentation, vous accompagnez à la fois les producteurs, mais aussi le consommateur, quelque part, à travers des collectivités. Lilian, il y a des nouveaux réseaux, je sais, on en a parlé aussi en préparant, que tu travailles aussi avec des réseaux qui se constituent à partir de vraies valeurs partagées et qui finalement rendent évident la mise en place de ces ateliers. Oui, c'est ça. On apporte des outils, on le voit, il y a des services, mais il y a d'innombrables services qu'il faut apporter pour aider les gens à se lancer. Il faut financer, il faut aider, il faut distribuer. Et notamment, moi j'ai eu la chance d'avoir un partenaire qui s'appelait J'achète fermier en l'occurrence et qui a installé une dizaine de yaourteries aujourd'hui à des éleveurs. Ils ont amené tout le conseil technique, ils ont apporté les ateliers, ils ont amené le conseil technique et ils ont même aidé sur la distribution des produits pour permettre de suite d'écouler un volume assez important de yaourt en l'occurrence et qui a permis de suite d'avoir une vraie rentabilité sur l'atelier. Et ce qui les anime, peut-être, je ne sais pas qui veut répondre, ce n'est pas uniquement la commercialisation. Il y a des valeurs qui sont partagées à travers ça également. Vous le sentez dans votre clientèle? C'est une vraie valeur sur les circuits courts, sur le retour un peu aux sources. Toujours pareil, c'est vraiment le producteur, c'est vraiment l'éleveur qui a ses vaches, qui sort un yaourt qui va aller quasiment directement dans la main du consommateur, sans passer par 10 étapes de distribution au milieu. Ce sont d'autant de marges qui sont perdues et qui sont directement ramenées dans les mains du producteur, de l'éleveur en l'occurrence. D'accord. Et du côté des Mimosas, vous sentez aussi cet effet réseau pour aller chercher des financements ou c'est plus directement vous, les agriculteurs eux-mêmes, qui y vont, qui y sont?
Oui, on travaille beaucoup avec des réseaux de distribution qui font le relais d'informations auprès des producteurs, des éleveurs, justement pour les aider à se développer, à grandir, à trouver des moyens de financement et qui sont aussi des relais de communication pour ces producteurs-là. Et il y a un vrai, quand on parlait de valeur tout à l'heure, ça va dans les deux sens. Les agriculteurs choisissent leur réseau aussi en adéquation avec les valeurs que ces réseaux-là portent. Quelle perspective vous voyez? Quel avenir vous voyez dans le développement? Parce qu'on a eu une période où on a cru beaucoup que ça allait beaucoup se développer avec la crise du Covid, où les gens sont restés chez eux. On a eu une montée en flèche. Peut-être que ça a diminué, enfin pas peut-être, ça a diminué après. On voit des choses comme ça des fois qui montent, qui redescendent, mais peut-être pour mieux repartir. Est-ce que vous pensez qu'on est dans cette logique-là, que ça va s'installer et voir se développer, et qu'on verra dans l'avenir peut-être un redémarrage après oui, on peut le dire, un peu une déception qu'il y a eu, de l'engouement qu'on a eu qui a diminué. Est-ce que vous voyez les choses repartir? Il y a un engagement des consommateurs qui a un peu diminué sur la partie vente directe et pour une diminution de l'engagement pour, par exemple, aller sur les fermes s'approvisionner. Par contre, il y a un vrai retour au niveau de la restauration collective, au niveau de la consommation dans les magasins et aussi dans la GMS. Il y a un fort besoin de retrouver des produits locaux et des produits de qualité sur des surfaces existantes ou dans des lieux de consommation existants. Et là, aujourd'hui, il y a une forte croissance à ce niveau-là. Et c'est que les transformateurs y répondent beaucoup, quoi. Alors, des produits locaux, oui, mais des produits locaux transformés malgré tout, parce que on voit que les gens cuisinent malgré tout de moins en moins. Et peut-être, Lilian, tu le vois, les gens veulent aussi quelque chose qui soit presque rendu dans l'assiette, quoi. Tu sens un peu ces éléments-là, ces mouvements-là? Oui, bien évidemment. De toute façon, tout le monde en soi peut faire du yaourt si on revient sur des produits comme ça. Après, bien sûr, on cherche tous à avoir des choses prêtes à consommer. Et ce qu'on aime c'est bien... sûr que des yaourtières, dans tous les foyers, il y en a. Mais des yaourtières qui marchent, il y en a moins. Mais... Non, mais c'est évident. Après, ce qu'on aime bien, c'est plutôt, on cherche de plus en plus le rapport direct avec le producteur. On aime bien, on source, on sait d'où vient le produit qu'on va consommer directement. Ça peut pas tout faire. On allait peut-être un petit peu vite sur la production, comme tu l'as dit. Mais il y a quand même une demande qui est croissante, je pense. Après, les coûts des matières premières ont fait que ça a un peu ralenti les choses, peut-être aussi récemment. Mais il y a une demande qui est croissante, qui ne fera pas tout, mais qui reste là. On a tous le désir de connaître le producteur, où a été élevé notre poulet, le poulet qu'on va consommer, où étaient les vaches, qu'est-ce qu'elles ont fait, voilà. Quels sont les secteurs d'activité dans lesquels vous avez la plus grande activité? Vous avez parlé du yaourt, et puis donc des produits laitiers, mais il n'y a pas uniquement ceux-là. Quels sont les domaines dans lesquels vous avez et votre clientèle? Dans quelle production? Là, j'ai parlé des légumeries 4e gamme où ils s'en créent quasiment sur tous les territoires. Il y a beaucoup de conserveries aussi qui se créent et qui ont un vrai intérêt aussi pour les producteurs qui sont déjà en circuit court parce que ça permet d'allonger la durée de consommation des produits. Donc ça permet de pérenniser les producteurs en circuit court et qu'ils puissent passer à 100% en circuit court. Donc ça, c'est très intéressant. Et là, en ce moment, il y a beaucoup de projets donc sur les abattoirs à la ferme et aussi beaucoup de projets sur les protéines végétales, et notamment les légumineuses, etc. Et c'est des vrais projets de diversification aussi de culture pour les producteurs qui vont ensuite trier en sachet, commercialiser ces produits-là. Et là, en ce moment, il y a beaucoup de projets sur cette partie-là aussi. Je ne sais pas si vous voulez réagir, Marie. Oui, non, c'est très diversifié. Céréales, grande culture, on le voit, que ce soit production de chips, d'huile, brassicole pour les brasseries. En laitier, on en a pas mal parlé. Viande derrière sur de la production de charcuterie également, des coupes de viande. Enfin, c'est très varié et c'est ce qui est riche. L'évolution du prix des matières premières qui, actuellement, la conjoncture, même si les charges montent considérablement, la vente des produits, le prix de vente a monté quand même de façon sensible aussi. Est-ce que vous voyez là un ralentissement peut-être de la demande ou ça ne joue pas du tout? Pardon. En ce moment, c'est vrai qu'on constate que les prix augmentent, mais c'est vrai que les producteurs qui étaient déjà en circuit court, aux transformateurs qui étaient déjà en circuit court, eux, leurs prix augmentent beaucoup moins.
Et du coup, c'est ceux qui étaient déjà les clients, les consommateurs qui étaient déjà fidélisés sur les circuits courts, eux subissent moins cette montée des tarifs. Marie, tu voulais dire quelque chose, non? On n'a pas constaté de ralentissement de la demande. Les projets émergent quand même, d'autant plus que quand ils viennent nous solliciter, c'est aussi pour avoir ce petit complément d'apport et pour, en contexte d'augmentation des tarifs, de pouvoir faire justement le lien. Donc nous, on ne voit pas de ralentissement sur ces projets de transformation. D'accord, donc vous pensez qu'il y a, au-delà de la conjoncture, un vrai avenir qui va s'installer pour ce genre de travail, de transformation donc, et de commercialisation de son propre produit et d'investissement jusqu'à la vente véritablement, parce qu'on dit souvent que l'agriculteur n'est pas maître de la commercialisation de son produit, de son prix. En fait, la transformation, c'est un bon moyen pour devenir maître de la vente de ses produits. Vous le sentez, ça, chez vos clients? Au moins pour une partie de leur production. On n'est pas obligé de valoriser 100% de sa production. Un éleveur laitier peut décider de transformer 10-20% de son lait en yaourt, en fromage, en tout autre produit. Une partie de sa volaille qui ne va pas amener sur les abattoirs des coopératives, qui va pouvoir abattre chez lui et vendre en circuit court. Au moins valoriser une partie et pouvoir le vendre 2-3 fois plus cher en travaillant seulement quelques heures sur l'exploitation. Ça, c'est très important ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, ce n'est pas une spécialisation totale de l'exploitation, c'est la façon de valoriser une partie directement, mais qui n'est pas du tout incompatible avec des circuits plus longs. Bien sûr, c'est pas nécessairement. On peut en effet utiliser qu'une partie et se dégager un revenu beaucoup plus intéressant avec une partie de sa production. Tu le ressens aussi, Ludo, ça, chez tes clients? Oui, mais c'est vraiment la transformation, c'est vraiment une opportunité de diversification. Alors il y a ceux qui choisissent d'être 100% sur leur activité circuit court et ceux qui choisissent de sécuriser en gardant une activité circuit long et une activité circuit court, surtout en viande. En viande où les circuits sont déjà assez fléchés en circuit long. Et du coup, c'est l'opportunité de créer des nouvelles activités en augmentant la valeur sur les produits. Alors, à ce sujet de la viande, les discours ambiants qu'on entend par rapport à la consommation de viande, est-ce que vous sentez les uns et les autres que c'est la viande consommée directement venant de la ferme et transformée à la ferme? Est-ce que vous sentez de la part des consommateurs ou de vos clients agriculteurs quelque chose qui semblerait plus éthique que des circuits plus longs? Oui, mais sur la viande, quand elle est, c'est surtout les tailles d'exploitation et les modes d'exploitation qui font qu'il y a moins d'impact environnemental sur la viande. Et on voit aussi beaucoup d'exploitations justement qui s'engagent elles-mêmes justement en accordant certaines de leurs surfaces sur des légumineuses pour elles-mêmes participer à la transition écologique. Et les agriculteurs sont pleinement conscients de ces enjeux-là également. Toi, Marie, qui finalement est aussi d'une autre façon dans le rapport entre le consommateur et puis le producteur, de la part des consommateurs qui vont mettre de l'argent pour accompagner un atelier de transformation à la ferme, est-ce que tu sens aussi cet engagement citoyen dans ce financement-là? Oui, complètement. Ça participe au financement. Ils veulent participer très clairement à des projets qui participent à l'amélioration de la bientraitance animale. Et ça, les éleveurs, ils font ça naturellement avec leurs bêtes. Alors pour conclure, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien, je vous ai demandé en préparant à chacun, on va commencer par toi Marie, une anecdote ou quelque chose, le projet le plus atypique que vous ayez eu les uns et les autres à financer. Si Mimosa, de quoi te souviens-tu à ce niveau-là? Oui. En 2020, on a financé le premier abattoir mobile en France, porté par Émilie Janin, qui est une éleveuse, et qui a lancé la marque Le Bœuf Éthique. Et on a eu à cœur de financer ce projet-là avec deux collectes, une collecte en prêt à hauteur de 250 000 € et une collecte en don qui lui a permis, de lancer sa marque, mais également de l'aider à développer son réseau de distributeurs et l'outil de gestion de ces collectes, de ces tournées. Alors pour nos auditeurs, l'abattoir mobile, en fait, c'est un atelier de transformation, d'abattage qui passe de ferme en ferme pour éviter de créer du stress chez les animaux en les transportant. C'est quelque chose de nouveau mais d'intéressant.
Lilian, pour toi, ton projet monté le plus atypique? Un projet qu'on est en train de développer en ce moment, l'idée c'est d'amener une petite transformation de l'abattage de découpe. Je vais faire un peu de teasing, tu me l'as dit en préparant, ça fait vraiment envie. Hein, t'as vu, ça donne envie. C'est un atelier qui débouche sur un autre. En réalité, c'est un atelier de découpe et d'abattage de truites. L'idée, c'est vraiment d'avoir l'atelier de transformation au pied des bassins d'élevage de truites. Et c'est en train de déboucher sur un autre atelier de caviar. L'idée, c'est de pouvoir prélever le caviar directement sur les esturgeons au pied des bassins. C'est intéressant, hein, parce qu'ouvrir des truites, c'est sympa pour les manger derrière. Mais ouvrir des esturgeons, c'est quand même. Ça donne un peu plus envie, ouais, je suis d'accord. Et pour finir, Ludo, du côté de Socléo? Eh ben, j'ai changé. Mon projet fétiche, c'est Invitation à la ferme. Donc, c'est un réseau de 40 fermes. Sur chaque ferme, ils vont produire des produits laitiers. Donc, ça peut être des yaourts, des fromages, des crèmes desserts qui vont commercialiser dans les magasins. Et ils ont monté un réseau dans lequel ils mutualisent les approvisionnements, la marque, le packaging, les techniques de commercialisation et les liens avec justement, par exemple, la grande distribution, les enseignes Biocup, etc. Et ça leur permet, sur ces 40 fermes, de distribuer, donc, par exemple, dans des grands magasins, Intermarché, où ils vont représenter 7% des chiffres d'affaires en produits laitiers bio. Et donc ça, c'est un projet fétiche parce que c'est vraiment les petits ruisseaux qui font des grandes rivières avec des petites fermes qui chacune maîtrisent leur commercialisation, maîtrisent leur production. Et ben ils arrivent à faire de grandes choses, quoi. C'est bien ce que tu dis, des petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Je pense que c'est le propre de la ferme digitale, quelque part. Toutes ces startups, plus de 100 maintenant, réunies dedans. Et pour ce qui nous concerne ici, la transformation à la ferme, Mimosa pour investir dans les projets, Fermadam pour pouvoir transformer et Socléo pour commercialiser. Donc on a le package complet pour pouvoir commercialiser nos propres produits. Merci à vous trois. Merci à toutes et à tous. Merci Hervé. Merci à tous.